Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Ouais, c'est pas faux. Et alors ? Je voulais parler à des gens intéressants, enrichissants de par leur culture ancestrale. Passion médiéviste, des rencontres. Bonjour et bienvenue dans le format rencontre de Passion médiéviste. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et d'habitude dans Passion médiéviste, je reçois des jeunes chercheurs et chercheuses qui vous en apprennent plus sur le Moyen-Âge. Et bien maintenant, on est dans le format rencontre. Et dans le format rencontre, l'idée c'est d'aller à la rencontre de personnes qui, par leur métier, par leur activité, par leur art, propagent le goût pour le Moyen-Âge au grand public. Et pour cet épisode, on va aller rencontrer une romancière, Lucie Barat. À noter que cet épisode a été enregistré dans la salle Notre-Dame du musée de Cluny à Paris, lors de la soirée de remise du prix de la Rose d'Or par l'association des jeunes amis du musée de Cluny en mai 2025. Alors vous allez entendre, ça résonne un petit peu parce qu'on était dans cette grande salle avec donc des enceintes pour que tout le monde puisse entendre. Et aussi, comme il faisait très chaud, on avait ouvert les portes qui donnaient sur le boulevard et donc on entend de temps en temps des ambulances passer sur le long du boulevard Saint-Germain. Donc désolé pour ces bruits-là, je ne peux malheureusement pas les enlever. Mais vous allez voir, la discussion est très intéressante. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais justement vous parler de l'association qui a organisé tout ça. Allez, bonne écoute et à tout à l'heure. Bonjour Lucie Barat. Bonjour Fanny Cohen-Moreau. Alors, félicitations, tu viens de recevoir le prix de la Rose d'Or 2025 par les jeunes amis du musée de Cluny pour ton livre Roman de ronces et d'épines, donc qui est paru aux éditions du Typhon en 2024. Donc avec toi, on va revenir ensemble sur plusieurs thèmes qui sont présents dans ton ouvrage, ton processus d'écriture et bien sûr donc tes liens avec le Moyen-Âge. Alors, tout simplement, et je pose souvent cette question dans mes podcasts, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire le roman de ronces et d'épines ? Alors, ce qui m'a donné envie, c'était en visionnant un épisode donc, de Secrets d'Histoire avec Stéphane Bern sur Marie Stuart, reine de France et d'Écosse, dans lequel, tout le monde connaît Secrets d'Histoire, on va dans les lieux où se sont déroulés les événements et on va dans le château dans lequel Marie Stuart a été emprisonnée, ou en tout cas restée captive, et j'ai appris, en regardant cet épisode, qu'elle avait brodé durant ses années de captivité et qu'il y avait des broderies de Marie Stuart qui étaient conservées au V&A à Londres. Et ça m'a beaucoup interpellée, cette idée d'une femme qui, alors qu'elle est en prison, alors même si c'est pas une prison avec du pain sec et des rats, mais voilà, qui avait eu ce besoin d'écrire par la broderie, par ce geste a priori domestique qu'on imagine dans une culture féminine. Et j'ai pensé à Élisabeth Ier, sa cousine, qui était de l'autre côté. Et c'est comme ça que sont arrivées ronces et épines. Voilà. Et après, j'ai donc senti ces deux sœurs, jumelles mais très différentes. L'une qui pique la forêt par l'aiguille à broder et l'autre par la chasse. Et je suis partie sur la couleur verte. Moi, je travaille beaucoup à partir des couleurs. Et le vert, ça m'a emmenée tout de suite au Moyen-Âge, du côté de la légende, du côté de la jeunesse, du côté de la fraîcheur, du côté de la forêt. Est-ce que tu avais déjà écrit des livres avant, mais ton goût pour l'histoire, en fait, est-ce que ça s'est déjà manifesté avant ? Parce que il me semble que tu avais écrit sur une artiste beaucoup plus récente dans un de tes ouvrages avant. Ah oui, j'ai écrit sur Janis Joplin. C'est beaucoup plus récent, pas du tout Moyen-Âge. Oui, c'est vrai. Et puis après, mon précédent roman, Le Chien Noir, c'était plutôt sur la période 18e, 19e, sur le roman gothique et le conte littéraire. D'où me vient cet intérêt ? Ça, je pense que c'est plutôt ça vient avec l'idée de la passion, c'est le fait de chercher. Et justement, on parlait tout à l'heure des rencontres, mais de rencontrer des œuvres, de rencontrer des histoires et de rencontrer des gens qui sont passionnés par ces histoires. Je trouve ça très nourrissant. Donc, c'est le plaisir d'aller sonder des endroits encore inconnus et toujours un peu de m'émerveiller de cette richesse. Et donc là, quand tu as eu donc l'idée de ton roman, de Roman des ronces et d'épines, qu'est-ce que tu as fait comme recherche ? Est-ce que tu as du coup un peu plus creusé pour avoir des inspirations ? On en reparlera après, il y a plein de thèmes différents dans ton livre, donc en lien avec le Moyen-Âge. Mais là déjà, quand tu t'es dit, ok, bon, allez, je me lance là-dedans, qu'est-ce que tu as fait comme recherche ? J'ai fait beaucoup de recherches déjà pour consolider mon idée. Et puis parce que même si c'est un ouvrage de fiction et que c'est pas un roman historique, j'avais besoin que ce soit ancré dans un contexte historique crédible. Parce que si on veut y croire, il faut quand même... On parlait tout à l'heure de la notion du temps, mais oui, alors au Moyen-Âge, on fait comment ? On peut pas dire, tiens, il est 16h32.
pas possible. Donc comment on se réfère au temps, quel est le contact qu'on a avec le monde. Et ça, je trouvais que c'était très intéressant de basculer dans une autre manière de se sentir au monde. Et puis aussi le fait que le Moyen-Âge, dans sa littérature et même dans ses modes de représentation, travaille sur le symbole, beaucoup sur la symbolique et sur une représentation symbolique du monde. Ça, je trouvais ça passionnant. Donc c'est comme ça que j'ai navigué, mais j'ai évidemment lu beaucoup. J'ai lu énormément d'articles, d'essais. Là, je peux pas faire la liste parce que c'est vraiment beaucoup. Parce que quand on commence à se poser des questions, voilà, j'ai cherché, par exemple, les gestes au Moyen-Âge, dans le sens les gestes, je sais pas, un geste d'affection, comment c'était. Mais aussi, du coup, je suis allée sur les lieux. Je suis venue au musée de Cluny, et il se trouve d'ailleurs que, je sais pas, peut-être que c'était un alignement de planètes déjà. C'est qu'en janvier 2020. Quand le Chien Noir était parti chez l'imprimeur. Et donc j'avais en tête ce deuxième roman et ses deux sœurs. Et bien je suis allée au musée de Cluny et c'était l'exposition sur la broderie. Et quand je suis entrée, pour ceux qui se souviennent de cette exposition, dès l'entrée, il y avait la grande tapisserie avec ses deux sœurs en train de broder justement. Donc j'ai beaucoup travaillé à partir du catalogue d'expo, etc. Mais je suis allée dans des lieux, j'ai eu la chance de pouvoir aller à Avranches, d'aller voir la tapisserie de Bayeux, etc. Et puis alors j'ai écouté beaucoup de podcasts. Voilà, bon, c'est le moment placement produit, mais j'ai beaucoup écouté Passion médiéviste. Voilà. Donc Passion médiéviste a quand même été le podcast qui m'a nourrie. Ouais, j'ai écouté aussi des podcasts de Michel Zinc, je me suis beaucoup intéressée au roman de la Rose, j'ai écouté beaucoup de cours de l'histoire sur France Culture, enfin bon, tout ce que je pouvais pour nourrir l'imaginaire. En fait, l'idée de créer une fiction, c'est quand même de faire son nid dans un univers. Donc il faut aller y vivre. Il faut aller vivre dans ce château à cette époque-là, même si c'est pas daté. Dans le sens, je peux pas dire que ça se passe en 1280, voilà. Mais voilà. J'ai lu aussi des très très bons livres. Là, je pense à chez Honoré Champion, un livre sur enfance et maternité dans la littérature médiévale des françaises du 12e et 13e, qui était passionnant. Voilà, faut se passionner sur des sujets. Mais moi, je trouve que c'est ça la richesse de la vie, sa curiosité. Mais est-ce que tu t'es plongée aussi peut-être dans la littérature médiévale elle-même, peut-être dans tout ce qui est romans arthuriens et tout? Oui, bien sûr. Alors moi, j'avais lu les romans de Chrétien de Troyes quand j'étais au collège. Et j'en avais pas un souvenir si ému que ça. Désolée. Non, mais pardon. En revanche, là, je me suis plongée dans la littérature médiévale dans la perspective de revenir à cette idée de la jeunesse, c'est-à-dire de la jeunesse de la littérature française. Donc c'est encore un temps où la langue se travaille d'une certaine manière, où il y a encore beaucoup du coup de versification. Et donc là, j'ai lu, j'ai lu les classiques, la chanson de Roland, le roman de la Rose qui m'a absolument enchantée. Et voilà, que je connaissais pas, pourtant c'est un classique. Je dois dire que la première partie en particulier, voilà, la partie de Guillaume de Loris m'a subjuguée parce que je trouvais qu'il y avait justement une telle sensualité, une telle fraîcheur dans un texte si ancien. Je trouve ça extrêmement beau, en fait, ce sentiment-là de lire quelque chose de très ancien et puis tout d'un coup de se rendre compte qu'en fait c'est vivant juste en le lisant. J'ai développé une immense passion pour les laits de Marie de France, qui s'est pas arrêtée. Donc j'ai lu beaucoup, j'ai lu aussi Charles d'Orléans, enfin voilà, j'ai pris plaisir. Et puis j'ai écouté aussi beaucoup de musique médiévale. Je pense à Hildegarde de Bingen, mais pas seulement. En fait, je me suis beaucoup intéressée à la chanson populaire, à l'idée du folklore. Donc je suis revenue sur les chansons françaises, mais je suis aussi allée écouter du côté anglo-saxon. Voilà, je m'intéresse beaucoup à la musique. Je trouve que du côté, en particulier chez les Anglais, ils ont eu ce revival folk dans les années 50, qui a donné le folk rock anglais dans les années 70, où ils ont justement su faire revivre ce patrimoine médiéval, ce que chez nous, on a un petit peu moins fait, en tout cas dans le côté vraiment on a Francis populaire. Cabrel qui s'est réemployé à... Alors, j'ai découvert du coup un très bon album de Nana Mouskouri, aussi. Voilà, nos vieilles chansons de France. Il y a une très belle version de Belle Doët que j'ai écoutée en boucle en travaillant. Oui, parce que je me suis intéressée à la chanson de Toile, évidemment, forcément. Alors, pour faire un petit résumé du livre, sans bien sûr divulgacher ni spoiler pour les personnes qui le liront ensuite, donc pour résumer, donc on est un peu sur une histoire de famille en huis clos et donc surtout quand même de femmes avec donc deux jumelles, on l'a dit, qui grandissent dans un château au cœur de la forêt, donc avec un père absent et on va dire qu'il ne pense un peu qu'à lui et une mère qui est plongée dans sa douleur et on a d'autres personnages, mais je voudrais bien qu'on évoque ensemble certains thèmes dans ton livre, notamment là, le côté, toute l'éducation et tout le côté famille en fait. Comment est-ce que tu as pensé donc, cette dynamique notamment entre ces deux personnages principaux, entre nos deux jumelles ?
Alors, comment j'ai pensé à la dynamique entre les jumelles, ou tu veux dire aussi avec la famille en général? Un peu des deux. Bon, alors la dynamique entre les jumelles, alors il y avait un aspect important, et justement là je reviens sur la dimension symbolique, c'est l'idée des naissances un peu merveilleuses, être quand on est jumeaux ou naître coiffé, enfin voilà, l'idée qu'il y a un destin et que ce destin il va être commun, et ça en soi, comme on le dit souvent dans les cas de figure de gémellité, il y a cette proximité presque parfois qui peut nous penser que c'est magique, un peu le rapport que des jumeaux, des jumelles peuvent avoir entre eux, et puis aussi le fait qu'elles sont extrêmement différentes. Et ça, évidemment, ça allait jouer tout du long entre elles. C'est-à-dire qu'il y en a une qui correspondrait plutôt à ce qu'on appellerait, même si c'est même pas un terme du tout du Moyen-Âge, mais plutôt du 19e, la petite fille modèle. Elle correspond aux critères de féminité de l'époque. Elle est sage, elle est obéissante, elle ressemble à sa mère, elle fait de la broderie. Et puis l'autre qui va plutôt ressembler à son père, en fait, qui va avoir des attitudes qu'on attribue plutôt aux garçons, dans laquelle elle a envie de courir la forêt, elle a envie de faire de la chasse, elle a envie de se battre, enfin voilà. Et ça, en soi, je trouvais que c'était intéressant, cette idée d'être lié par le sang, mais pas seulement, parce qu'en fait, on est lié par le sang, on est lié par le destin, on arrive dans une famille, ça c'est quelque chose qui nous arrive à tous. C'était le cas au Moyen-Âge et c'est encore le cas aujourd'hui, c'est que finalement, en famille, c'est un exercice de tolérance. C'est là qu'on apprend vraiment à s'aimer, parce qu'on s'aime avec les différences. Alors des fois, on a des difficultés, mais justement, les expériences douloureuses, je pense que dans un sens, évidemment, c'est terrible, mais ça nous permet aussi de développer ce lien d'affection qu'on a avec les autres. C'est en traversant des expériences difficiles ensemble qu'on peut aussi se retrouver. Et c'est ça, en fait, un peu le thème. Parce qu'il y a aussi, bon, là, c'est le début du livre. On a plein, malheureusement, de petits fantômes dans ce livre, donc avec, en fait, des petits frères qui ne vivent pas très longtemps. Donc oui, il y a ce sujet, et quand on a délibéré avec le jury, on se disait, oui, c'est fort comme sujet, ce côté de la mortalité infantile, qui, là, forcément, quand on parle d'histoire, quand on parle de Moyen-Âge, c'est omniprésent comme sujet. Et donc, c'était important pour toi d'avoir ce sujet-là, parce que c'était le paradoxe d'avoir d'un côté cette naissance miraculeuse et de ce côté tous ces petits garçons qui n'arrivent pas à vivre. Oui, c'est ça, parce qu'en fait le thème c'est celui de la vie et du recommencement. Et que malgré la mort, en fait, on continue à vivre. Et donc ce livre, il est tout le temps traversé par la question de la jeunesse, la mort, le deuil, et puis même la vieillesse, parce qu'il y a le personnage de Sandrine, qui est le seul personnage âgé. La nourrice. La nourrice, voilà, mais qui quelque part, elle, tient. Et pourtant, cette jeunesse qui elle-même aussi est menacée par la mort. Et ce qui m'intéressait, c'était encore une fois avec ce contact avec le sensible, avec le monde. En plus, on parle du Moyen-Âge, mais il me semblait qu'il y avait un peu un a priori au départ sur le Moyen-Âge, l'idée que oui, de toute façon, les enfants mouraient, les gens étaient habitués, ça passe crème. Bon. Et puis en faisant des recherches, j'ai découvert les lieux de répit, je me suis intéressée à des textes, j'ai vu que si on a assez peu de textes de femmes qui témoignent de cette douleur, et quand il y en a, elles témoignent de cette douleur, c'est pas du tout anodin, c'est vraiment aussi parce que le texte travaille sur la question de la création, et donc la création du point de vue féminin, donc aussi bien l'idée de cette activité domestique qu'est la broderie, mais aussi cette création vraiment physique de fabriquer des êtres humains avec son corps, qui est donc un contact avec le monde et un contact avec la notion de transformation, de matière, qui est très particulier. Et donc, j'avais envie de parler de ça. Et tu vois, il y a un petit indice à un moment dans le livre, mais sur l'idée que la racine latine mater et materia, c'est la même racine, quoi. Mater, la mère, materia, la matière, maternelle. Enfin voilà, il y a cette notion-là, quoi. Et donc je voulais travailler sur ça, donc je me suis beaucoup intéressée à la manière dont on vivait à travers les siècles le deuil d'un enfant, qui est le deuil impossible. Voilà. Un autre thème qui est très présent dans ton ouvrage, c'est le rapport à la nature. Et forcément, le Moyen-Âge est un thème très très important, parce que donc on a dit elles sont dans un château, mais en fait il y a un huis clos parce qu'elles sont totalement isolées du reste du monde avec toute cette nature autour d'elles. Alors comment est-ce que tu as conçu ça ? Ça, je me suis inspirée du roman de la Rose, justement, le passage où Jean Demain parle de nature, de la forge de nature. Donc cette idée que nature étant un artisan indépendant de Dieu qui, dans sa forge, passe son temps à créer du vivant. Et je trouvais cette idée vraiment intéressante quand on la regardant de mon point de vue contemporain, où en plus aujourd'hui on a beaucoup d'inquiétudes sur la dimension qu'on appelle aujourd'hui écologique, mais donc ce contact avec la nature nous inquiète beaucoup. Et je me disais que c'était d'un côté rassurant, que effectivement, quand on dit le vivant trouvera toujours son chemin, nature continue à créer du vivant, Robin n'est pas fait pour Marion ni Marion pour Robin, de toute façon, il faut y aller, faut y aller. Et ça, d'un côté, c'est rassurant parce que ça veut dire que ça peut continuer même sans nous, et certainement que les dinosaures seraient d'accord avec moi.
Mais d'un autre côté, ça nous fait peur, quoi. Ça nous ramène. Ce que je trouve bien, c'est peut-être ça aussi, en creusant sur la question du Moyen-Âge, il y a un rapport d'humilité par rapport à la vie. Et ça, je trouvais ça très beau. Et puis en même temps, évidemment, c'est un peu inquiétant, forcément, parce que si on n'a pas de pouvoir sur les choses, ça nous fait peur, nous les êtres humains. Donc cette idée d'une nature qui, sans arrêt, cherche à grignoter, comme ça, par son action, à empiéter peut-être sur nos propres vies, nous qui essayons sans arrêt de la contrôler, ça nous fait peur. Et voilà, je suis partie de ça parce que ça reste un roman fantastique, donc ça travaille sur la question de la peur. Et le fantastique arrive progressivement. Là, on n'en faut pas en dire plus, mais c'est vrai que, justement, comme tu as dit, et c'est ce qu'on retrouve beaucoup dans les œuvres qui représentent le Moyen-Âge aujourd'hui, il y a tout un effet de vraisemblance, effectivement, parce qu'être 100% correspondant, c'est très compliqué. Donc là, il y a un effet de vraisemblance, mais il y a certains moments où on se dit, mais qu'est-ce que je viens de lire là ? Ça, c'est pour que vous ayez donné encore plus envie de le lire. Et aussi, quelque chose, là, pour le coup, qui fait un effet de vraisemblance, moi, c'était la relation au père. Et notamment, en fait, parce que c'est lui, en fait, le rapport avec l'extérieur et notamment avec le Seigneur. Et en fait, c'est là, en fait, où tu nous ramènes bien au Moyen-Âge, parce qu'il y a des moments où on peut se dire, presque, ça pourrait être quelque chose qui se passe aujourd'hui. En fait, juste deux jumelles qui sont dans une maison isolée du monde. Mais de temps en temps, on nous rappelle que nous, en fait, le père doit aller voir son Seigneur et doit, du coup, là, comment est-ce que tu as travaillé ce côté-là de comment le rapport en fait, de domination qui en fait, se transmet du Seigneur au Père et du Père à la famille. En faisant des recherches, notamment sur les modes d'éducation au Moyen-Âge, l'idée qu'il faut élever par l'exemple. Et puis, en faisant des recherches pour savoir, très prosaïquement, j'ai envie de dire, est-ce que c'était possible qu'un seigneur, un baron en l'occurrence, parce que je voulais pas que ce soit un seigneur trop puissant, puisse être destitué de ses terres, par exemple. Dans ce rapport de vassalité, quelles sont les règles à ne pas enfreindre ? Et en fait, je trouvais ça vraiment intéressant pour ce père qui est un adolescent, un éternel adolescent. J'aimais l'idée que même si c'est une figure d'autorité, en fait, il est lui-même très jeune, très immature. Voilà. Et ça arrive encore dans le monde contemporain, mais c'est vrai qu'on a souvent tendance, et même dans les récits du Moyen-Âge, dans les fictions du Moyen-Âge, cette image du chevalier, quel que soit, même si on prenait le cycle arthurien, ils nous paraissent toujours des héros qui vont vers la noblesse de cœur, mais il y a bien un moment où des fois on n'est pas là encore, quoi. Et là, lui, il y est pas du tout. Et je trouvais ça intéressant, cette idée qu'il était défaillant et que peut-être finalement ces caractéristiques-là, elles étaient plutôt, en tout cas, l'aspect chevaleresque était peut-être plutôt du côté de sa fille, quoi, là où on l'attendait pas. Et d'ailleurs, les prénoms, justement, en parlant de la fille, comment est-ce que tu as choisi ces prénoms, donc Ronce et Dépine ? Alors, je voulais que ce soit des prénoms qui aient un contact avec la nature, voilà. Et aussi, tout simplement, pour moi, c'était comme donner un nom à une émotion. C'est-à-dire que ces deux sœurs, elles traversent des deuils, en fait. Elles vivent dans un climat qui est assez lourd. Tu parlais d'un huis clos, mais elles sont entourées par le malheur, quoi. Et quand on est triste, il y a plusieurs manières de réagir. Et Ronce, c'est un personnage qui se renferme vers l'intérieur, qui serre à l'intérieur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de colère, mais la colère, elle se referme sur elle. Alors que Épine, c'est plutôt un personnage qui sort sa colère à l'extérieur, qui aurait besoin de crier à l'extérieur. Donc Épine, elle va vers piquer et Ronce, elle va vers enserrer. Voilà, c'est comme ça. On va devoir bientôt s'arrêter parce qu'on a encore plein de choses prévues et j'aurai plein de questions. Mais déjà, je voulais savoir aussi, depuis que le roman est sorti, et j'ai vu que tu as fait plein de rencontres, parce que ça fait un peu plus d'un an qu'il est sorti maintenant, quel retour est-ce que tu as eu du public ? J'ai des très bons retours, alors j'ai beaucoup de chance, je suis très heureuse de ça. Le contraire m'aurait un peu étonnée. Oui, c'est gentil, mais ça reste une grande source de gratitude, quoi, pour moi, parce qu'il n'y a rien qui est écrit à l'avance, justement. Donc je me sens très reconnaissante, mais je suis très touchée quand je rencontre des lecteurs ou des lectrices qui ont vécu quelque chose de particulier avec ce livre. En fait, il y a aussi l'idée, ça c'est de côté de l'écriture. Moi, j'ai travaillé pendant 3 ans et demi sur ce livre-là. Pendant 3 ans et demi, il était à moi, en quelque sorte. Et puis maintenant, il est plus à moi. Et j'avoue que c'est pas quelque chose de si aisé en ce qui me concerne, mais je trouve ça tellement génial quand il est plus à moi et que quelqu'un se l'approprie. Et c'est ma petite fierté personnelle. Je suis très heureuse quand quelqu'un qui est spécialiste du Moyen-Âge vient me dire qu'il a aimé. Parce que je me dis, bon, ça va, j'ai pas raconté trop de bêtises. Donc ça me fait très plaisir. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui viennent me voir et qui me parlent de cet aspect-là, en me disant, mais moi, j'adore le Moyen-Âge, ou j'adore les contes, j'adore ce genre-là, ou la littérature du Moyen-Âge. Et ça me fait plaisir, votre texte, parce que je retrouve le plaisir que j'ai à lire cette littérature. Et donc, évidemment, ça me fait très chaud au cœur. Parce que c'est une forme d'hommage, mais c'est comme je disais tout à l'heure avec le roman de la Rose, en fait. L'idée, c'est que c'est encore en vie. Voilà, c'est ça qui me plaît. Que ce qui est oublié peut être ravivé, peut être ressuscité, peut-être. Eh ben, tu peux être très très fière de toi. Merci. Je pense qu'on peut encore féliciter Lucie Barra donc, pour son prix. Merci. Et pour son roman de Ronce et d'Épine.
Merci à toi. Merci. Merci beaucoup. Incroyable qu'on soit là. Incroyable qu'on soit là. Merci encore beaucoup à Lucie Barrette et merci beaucoup aux jeunes amis du musée de Cluny et aux amis du musée de Cluny pour l'organisation de cette soirée. N'hésitez pas à rejoindre l'association et à adhérer si vous voulez suivre l'actualité du musée de Cluny et participer à des activités autour de l'actualité du musée et du Moyen-Âge. Vraiment, c'est une équipe très dynamique, ils font plein de choses très chouettes, ils sont très très sympas. Donc si jamais vous êtes à Paris et que vous avez envie de rejoindre des gens qui aiment bien le Moyen-Âge et faire des activités, organiser des choses comme le prix dont on a parlé, n'hésitez pas. Je vous mettrai sur mon site les références de beaucoup de choses dont on a parlé dans l'épisode avec Lucie Barrette, un lien vers l'association, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et je tiens à remercier Baptiste Mossière qui a fait le montage de cet épisode. Merci encore beaucoup de l'avoir écouté. D'ailleurs, est-ce que vous aurez une autre idée de métier que je pourrais faire dans le format rencontre ? Parce que si vous regardez un petit peu sur votre appli de podcast ou sur mon site, j'en ai fait beaucoup. J'ai fait des artistes. Il y a un métier que j'aimerais bien faire. Il faut que je trouve la bonne personne. Je ne le dis pas encore pour l'instant. Mais voilà, j'ai plein d'idées pour ce format. Donc n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous aimeriez entendre. Et au moment où sort cet épisode, on est mi-août 2025. Il fait très 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 chaud. J'espère que vous allez bien. Et vous verrez que la semaine prochaine, un nouvel épisode sortira encore. Je vous souhaite un très bel été ou une bonne fin d'été ou joyeuse Pâques ou joyeux Noël, quel que soit le moment où vous écoutez le podcast. Allez, à bientôt et merci beaucoup. Salut!